Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre hebdo-journal dont voici les titres. Journée portes ouvertes au collège. Une autre journée au lycée Camille Desmoulins. Nous allons faire une dictée. Assemblée générale de la Société de pêche La Sirène. Rencontre dédicace au musée Henri Matisse et notre rubrique La santé au travail. L'antenne est à vous. Ensuite, notre rubrique Un mois, une œuvre. Alors, parlons journée portes ouvertes au collège. Pourquoi une telle journée? Elle sert à montrer aux parents comment vit le collège avec ses élèves. Au demeurant, préparer un accueil agréable aux jeunes qui quittent l'école primaire pour le collège. Pour montrer que beaucoup de choses sont faites, un professeur SVT a proposé les différentes réalisations et la participation et la principale ne boude pas son plaisir pour nous rappeler le taux de réussite dans son collège. 87% de réussite au brevet, voilà qui conclut une année de dur labeur. Quant à la journée portes ouvertes, elle s'est clôturée par une très jolie chanson. On revient du collège avec le reportage de Claude Delcourt. Bonjour aux cathésiens, cathésiennes par Beffroi Vision que je remercie, toujours fidèles à nos événements. Ce matin, c'est la porte ouverte, comme chaque année, traditionnellement. On montre aux parents, aux élèves, aux visiteurs, à ceux qui veulent voir comment vit un collège avec ses élèves. C'est très vivant. Le chef d'établissement que je suis est très fier d'être à la tête de ce collège qui accompagne, soutient et promeut les élèves de la 6e à la 3e pour passer en lycée, que ce soit professionnel ou général ou technologique. Vous voyez de fait que les jeunes sont très dynamiques, pleins de vie, positifs. Les professeurs et tous les agents, les personnes de l'établissement font tout pour les accompagner. Il y en a qui ont des sacs à dos plus ou moins lourds pour monter la côte, mais ils y arrivent avec leur rythme et puis une bonne moyenne et une bonne vitalité. Ça conduit toujours au sommet, en sachant que l'année prochaine, ils auront une autre côte à monter. Mais enfin voilà, on ne cache rien. C'est aussi un moment important pour les élèves du primaire, surtout les fins de CM2 qui vont venir en 6e. On a moins peur quand on sait ce qui nous attend et ils le voient comme ça, sur place, en live, comme on dit aujourd'hui. Voilà, moi je suis très contente. On a une grande stabilité d'enseignants qui ont l'habitude et puis on suit les remontées académiques qui nous emploient à faire du soutien, de l'accompagnement, du tutorat. Et on le fait en maths, en français, comme tous les autres établissements nationaux. Voilà. Vous dire qu'on a eu 87% de réussite au brevet, un élève sur 2 passe en seconde générale et ils réussissent, c'est ça le retour important. Donc vous voyez, la confiance et l'ouverture pour tous. Merci de votre attention. On est toute une équipe avec Madame Courcol et Madame Vandamme, 3 profs d'SVT qui encadrent les sciences de la vie et de la terre de la 6e à la 3e. Oui, alors là, bienvenue, on est dans une salle de SVT, donc sciences de la vie et de la terre. On y étudie la biologie, donc l'étude du corps humain. Là, par exemple, derrière, on travaille avec les 3e sur les effets des écrans sur le cerveau, avec les 5e sur les effets de la cigarette, sur les capacités pulmonaires. Et on travaille bien évidemment sur la géologie, donc on va travailler sur l'étude des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, reconstituer l'histoire de la Terre avec les fossiles. C'est une matière que les élèves ont 1h30 par semaine, donc ils passent assez rapidement sur la semaine dans cette matière qui les intéresse beaucoup parce qu'on parle et de l'histoire de la Terre et de l'histoire de leur corps. Donc c'est globalement une matière qui plaît bien aux élèves et où il y a beaucoup d'activités où on est directement en contact avec du matériel, que ce soit les microscopes, que ce soit les roches. Donc c'est globalement une matière qui plaît beaucoup aux élèves. Bonjour, je m'appelle Mélène. Sur le stand ici, on vend des savons qu'on a fabriqués sur nos heures de tutorat. Ensuite, on a des boucles d'oreilles aussi qu'on vend, qu'on a fabriquées aussi et qui nous restent de l'année dernière. Après, nous avons des bougies, des fondants à mettre dans des fondoirs. Voilà. Et nous avons aussi des cases qu'on a réalisées sur nos heures de tutorat aussi. Donc, ça vous apporte quoi de faire ça?
C'est pour finaliser notre sortie de fin d'année qu'on voudrait faire. Et ça vous apprend quoi aussi? Ça nous permet de créer et de nous apprendre à créer des choses en tutorat. Tu veux pour un Mickey? Ouais, c'est un magnète. Ah non, c'est un miroir. Ouais, c'est un miroir. Regarde là. Bonjour, nous sommes en 3e Tao, collège Rostand, et nous avons une mini-entreprise. Donc on crée des badges, des magnettes et des miroirs. Et les bénéfices sont reversés aux Ch'tis Coureurs, donc c'est une association qui aide les personnes atteintes d'un cancer. Donc, une association qui est basée à Bertruc, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi tu fais partie de cette mini-entreprise? Car notre prof principal fait cette mini-entreprise depuis bientôt 10 ans maintenant. Et ça t'apporte quoi à toi? Du travail de groupe, de l'aide à l'oral car je suis beaucoup timide. Et Bon, ça débloque la timidité là, de faire ça. Je m'appelle Amy Bans, en 4e Audin. Je vais vous présenter comment faire un arc-en-ciel avec les couleurs. En premier, il faut mettre doucement le bleu. Après, il faut mettre le rouge. Doucement aussi. Sinon, il va se mélanger avec le bleu et ça va faire du violet. Je sais pas si je fais bien. Après, il faut prendre le jaune. Il faut le mettre doucement sur le bleu. Même si c'est pas tout à fait sec, c'est pas Je sais pas si j'ai bien fait, mais bon. Et finalement, j'ai perdu mon... il faut mettre le vert. Alors, collaborateur là. Alors. C'est la pression de la caméra qui fait ça. Bon là, Alors, j'ai fait un petit arc-en-ciel. ce phénomène alors? Parce que avec c'est quoi déjà? Ouais, avec le sucre, ça augmente les couches. Ouais, ça superpose les couches. Après, ça fait un arc-en-ciel. Après, tu peux les faire avec n'importe quelle couleur, je pense. Je me présente, moi je m'appelle Noah, un élève de 4e Merlin. Je vais vous présenter le projet jeu de rôle qu'on a réalisé cette année avec ma classe. Ici vous avez tout ce que le livret par exemple. Ça c'est pour le maître du jeu pour qu'il regarde les règles du jeu, tout ce qui est règles, etc. Ça c'est la boîte du jeu. Ici on a les personnages. Avec par exemple il y a la princesse, il y a le magicien, il y a l'éclaireur et 2 autres personnages. Ici nous avons des explicatifs de ce qui se déroule pour les personnages. Et ici on a une affiche, je ne sais plus trop à quoi elle sert. Et ici nous avons un petit résumé de ce qu'on a fait cette année. Ça t'apporte quoi de faire toutes ces activités au collège? Ça m'apporte le travail d'équipe, l'imagination surtout, et aussi comment jouer à un jeu de rôle. Alors que dirais-tu aux futurs collégiens de ton expérience ici au collège, pour qu'ils viennent ici? Je dis que c'est un très bon projet et qu'il ne faut pas avoir de gêne à présenter comme moi par exemple ici. Qu'on fait beaucoup de choses et que ça ne concerne pas qu'une matière seulement. C'est avec beaucoup de matière. Et la vie générale au collège, comment ça se passe? Ça se passe très bien dans la majeure partie. Des très bonnes ententes avec les autres collégiens et avec les professeurs.
Partons maintenant au lycée Camille Desmoulins. Les élèves de Bac Pro Métiers Relations Clients ont créé ce jour-là une mini-entreprise inaugurée le jour même avec à l'appui un défilé de mode. Quant à savoir ce qu'on pouvait acheter dans ce mini-magasin, les promoteurs avaient un grand objectif, mettre en valeur des vêtements de seconde main dans leur mini-magasin. Pour vous éclairer, au micro, vous aurez donc des élèves, l'inspectrice en économie-gestion et le proviseur du lycée, M. François Masse. Reportage Claude Delcourt. Du peps avec cette tenue qui mélange les couleurs, le haut rouge apporte une touche dynamique, tandis que le pantalon blanc équilibre le tout pour un rendu à la fois chic et moderne, un look qui ne passe pas inaperçu. Place à une tenue qui impose. Marion porte une blouse rouge, c'est une touche de dynamisme et d'énergie parfaite pour affirmer son style. Associé à un pantalon noir, c'est un look simple et efficace, idéal pour un esprit à la fois chic et décontracté. Après l'intensité du rouge, place à une tenue aussi confortable que stylée. Santiana porte un pantalon parfait pour une allure à la fois décontractée et élégante. Le pull vient ajouter une touche cosy. Et pour finir en beauté, une écharpe qui apporte du volume et du caractère à l'ensemble. Une tenue simple et efficace et pleine de charme, comme toi avec des bons basiques. On fait toujours sensation. Mais écoutez, bonjour. Donc moi, je suis Madame Deloffre. Je suis enseignante en enseignement professionnel au lycée Camille Desmoulins sur le Cateau. Et donc aujourd'hui, nous avons eu l'inauguration de la petite boutique. Donc la petite boutique, c'est quoi? C'est tout simplement un magasin pédagogique qui a été lancé dès cette année pour les classes de première Bac Pro MCVA, donc métier de la relation client. Le but étant en fait de faire travailler nos élèves de façon concrète. Alors pour ça, on a eu la chance d'avoir un financement de l'association des parents d'élèves. Et donc on a imaginé ces plans, on a imaginé donc l'achat du mobilier. Et avec les élèves, après on a tout créé. Donc nous collectons en fait des vêtements dans une borne à l'entrée du magasin, donc des vêtements de seconde main. Les élèves les trient, les référencent, les rentrent dans le stock, les mettent en valeur. Et derrière, le but est de vendre tous les jeudis en fait à l'ensemble des élèves du lycée et du personnel de ce même lycée. Que vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, lors de l'inauguration, on a eu la chance d'avoir en fait nos inspecteurs, notre direction qui nous ont fait confiance, ainsi que l'association de parents d'élèves et différents personnels administratifs et de direction de notre collège, et nos élèves ont eu le privilège de leur présenter un défilé de mode. Donc elles ont sélectionné en fait des tenues dans cette petite boutique et elles ont présenté leur choix, et ça nous a permis de montrer à tout le monde que la seconde main, c'est pas has-been, bien au contraire. C'est un côté écologique, mais on peut aussi être très très bien habillé. Moi je m'appelle Mélanie. Moi Logan. Et moi je m'appelle Jeanne. Alors qu'est-ce que vous avez fait dans cette expérience de la petite boutique? On a accueilli les personnes qui étaient invitées. Moi, je me suis chargée de l'ascenseur du bas. Je me suis chargée de les accueillir en haut. Et moi, j'ai accompagné les gens jusqu'à la salle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Ce projet, c'est super bien. Ça nous apprend comment gérer un magasin, comment on peut faire des inaugurations pour nous faire connaître. Et franchement, c'était super bien géré et c'était incroyable à faire. Est-ce que c'est bien pour la suite de votre avenir? Bien sûr, ça nous apprend comment gérer un magasin. Si on veut se lancer dans une boutique, ça peut nous apprendre comment faire, comment gérer. Alors je suis Odile Delerue, je suis inspectrice en économie-gestion et référente de l'établissement. Alors qu'avez-vous pensé de ce projet? Alors je le trouve vraiment excellent, à plus d'un titre. Déjà parce que ça permet de faire travailler les élèves sur des gestes professionnels. Et puis ensuite, je les ai trouvés très épanouis. Et ça permet de les valoriser et de les impliquer dans ce qu'ils font. Alors en même temps j'étais informé, mais en même temps une belle surprise de voir tout le travail qui a été fait, initié par Madame Beauvois de l'année dernière déjà. Et là le projet qui est maintenant bouclé, on va pouvoir
ouvrir le magasin une fois par semaine aux élèves et au personnel de l'établissement. Pour faire travailler nos élèves dans les vraies conditions, accueil, vente, commerce. Voilà, donc c'est vraiment une belle réussite pour l'établissement, une belle réussite pour les élèves et puis une très belle collaboration entre tous les partenaires de l'établissement, des agents techniques, les parents d'élèves qui ont beaucoup participé, toutes les équipes. Donc vraiment une très belle réussite. Maintenant, nous allons faire une dictée. Rendons-nous à la maison du numérique avec Madame Marion Després et Monsieur Quentin Resgui qui recevaient les élèves de Madame Chloé Thébert, professeure des écoles, qui, inspirés par leur séjour en Grèce, ont voulu créer une dictée pour évoquer leurs souvenirs qu'ils ont partagés avec les aînés par le biais d'une dictée. Le plus intéressant, c'est le caractère ludique de la dictée. À notre micro, Madame Marion Després, Monsieur Quentin Resgui, Madame Chloé Thébert, les élèves et les aînés, puis les aînés ayant participé à la dictée. Reportage Claude Delcourte. Alors aujourd'hui, on organise une dictée numérique. Donc c'est une dictée à faire sur l'ordinateur, sur l'application Bloc-Notes, donc sans correcteur d'orthographe. C'est un petit défi personnel assez sympa pour travailler l'orthographe et allier le numérique. Et cette année, c'est l'école de Catillon qui a créé le texte. Donc Chloé qui est là va pouvoir vous en parler. Alors oui, ce sont plus précisément les élèves de ma classe, les CE2, CM1, CM2, donc, qui ont créé le texte juste avant les vacances. Et vous verrez dans la dictée, mais ils nous parlent un petit peu de leur voyage et de leur dégustation. Voilà. Et donc pour échanger complètement les rôles, eh ben, ce ne sera pas moi qui ferai la dictée aujourd'hui, mais ce seront les élèves. Voilà, trois élèves se sont proposés pour venir dicter le texte aux aînés qui sont présents aujourd'hui en nombre dans la salle. Moi, un petit peu stressée. Un petit peu stressée. Je suis stressée aussi. Moi, je suis un peu stressée, mais en fait, ça va. Et je suis contente d'être ici. Malgré le stress apparent, on sera là aussi pour les aider. Donc nous, notre rôle, ça sera de passer aussi dans les rangs, voir si les élèves réussissent ou pas la dictée. Et on sera là aussi pour aider tout le monde. Et après, ce sera suivi d'un petit accueil café avec un petit gâteau. Et n'hésitez pas à venir à la maison du numérique aussi. C'est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Pour tout renseignement sur le numérique, n'hésitez pas. Alors moi, je fais le même métier que Quentin, je suis conseillère numérique, sauf que je suis en itinérance sur une dizaine de communes sur le territoire de la CA2C, donc une dizaine de communes autour de Le Cateau, je peux en citer quelques-unes. Je vais sur Onchy, Mauroy, sur Marais, Inchy-Beaumont, Pomereuil, je vais à Lagroise aussi, Saint-Souplet, Remont. Enfin, je ne sais pas si je les ai toutes dites, mais voilà, si besoin, on peut me contacter. Vous êtes tous les bienvenus. Et l'idée aujourd'hui aussi, c'est de se réunir. Les 10 communes sont représentées, ainsi que la commune de Le Cateau. Donc c'est un bon moment de partage. Et puis l'idée, c'est de passer un bon moment ensemble. Voilà. C'est une très belle initiative qui permet de faire se rencontrer dans un même lieu différentes générations, et voilà, c'est un beau moment de partage. Et puis je sais qu'il y a quelques aînés qui sont un petit peu stressés aussi pour les fautes d'orthographe, mais la dictée est facile, ça va aller, il n'y aura pas de souci. Les produits, mais on aime aussi les produits. Mais on aime aussi les produits. Bon, mesdames, bonjour. Alors, d'où venez-vous? De Catillon. C'est pas trop loin, ça va? Non, ça va. Alors, qu'est-ce qui vous a plu et déplu dans cet après-midi? Ce qui nous a plu, il y a une bonne ambiance. La dictée n'était pas trop longue. Combien de fautes? 2. Vous êtes sûr? Oui. À queuche et spaghetti. Alors, qu'est-ce qui était plus dur entre l'orthographe ou l'informatique? Ni l'un ni l'autre, en fait, ça a été. Ouais. On s'est bien défendu, Anne-Karine. Ouais. Vous êtes les premières de la classe? Oui, on est les premières.
Ouais. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, à la première table. Alors moi je trouve ça excellent, c'est bien, c'est une bonne initiative et ça nous permet de nous retrouver en groupe et puis de voir ce qui se passe ailleurs en fait. On reste toujours dans notre petit coin, là au moins. Ah ben moi j'habite à Inchy, en Cambrésis. Alors qu'est-ce qui a été le plus perturbant cet après-midi? Cache. Ouais, bon, ça veut dire chaussettes, je crois. Hein. Ouais, bah c'est ça, alors il fallait comprendre. Enfin, ouais, c'est vrai, cochette. Mais bon, on s'en est sorti. Ouais. Pas trop de fautes finalement. 18 sur 20, moi. Et puis 19, allez, oui, je veux pas me valoriser de trop. Et vous, 20, madame 20. 20? Mais bien sûr. Oh là là. Je me demande si elle n'a pas été institutrice. Non, non, pas du tout. Pas maîtresse d'école. Ni maîtresse d'école. Maîtresse de l'éducation nationale alors? Tout à fait. Voilà. Ça s'en va pas alors ça? Ah non, pas du tout. Voilà. Et la lecture, de toute façon, ça aussi, ça joue un rôle. Lire énormément. Ça joue. Maintenant, l'Assemblée générale de la Société de pêche La Sirène. La Société de pêche, donc La Sirène, tenait son Assemblée générale après avoir fait tous les bilans moral, financier et autres. Un bilan a attiré très négativement leur attention, comme le souligne M. Michael Viard, président de cette association. C'est d'avoir retrouvé 140 petits canards dans la selle, perturbant ainsi la faune aquatique. En parlant de canards, retenez que ce sont les petits ch'tis canards jaunes en plastique jetés dans la rivière en juin dernier. Le président a donc déploré cet état de fait. Reportage Claude Delcourt. Donc bonjour, ce 23 février, nous avons réalisé l'Assemblée générale de l'association La Sirène Le Cateau. Donc nous avons fait un bilan sur les effectifs. Donc suite à l'augmentation des cartes de pêche qui sont maintenant devenues courants et avec une augmentation de 5 € sur la carte majeure l'année dernière, nous avons perdu 35 adhérents. Donc c'est une problématique que nous avons remontée à la fédération départementale, puisque tous les ans, une augmentation de cartes de pêche est réalisée. Et donc, si on perd les majeurs, on perd l'accompagnement pour les enfants. Et donc, on a une perte aussi sur l'effectif des enfants. Après, nous avons fait le rappel que la fédération n'avait toujours pas fini le plan de gestion piscicole. Donc c'est un document qui est important parce que ça nous permet d'avoir un planning sur 5 ans des activités à mettre en place et des subventions qui sont allouées à l'association. Donc nous avons quand même demandé la mise à jour en 2022. Nous sommes arrivés en 2025 et on n'a toujours pas un document signé. Donc une réunion exceptionnelle à la fédération sera réalisée ce 24 février en espérant que ça aboutisse. Et donc, en conséquence, l'absence de la fédération entraîne aussi la problématique. On n'est pas en mesure de réaliser une activité à la salle La Rurale. Donc, on pourrait mettre en avant le travail de l'association et mettre en avant la rivière Selle avec sa population de truites fario, qui est quand même la population de la truite fario la plus importante du département du Nord. Donc, c'est quand même problématique de ne pas pouvoir mettre en avant le bien du travail mis en œuvre par l'association depuis plus de 10 ans. Donc nous avons remercié Monsieur le maire pour les subventions allouées à l'association, puisque en plus de notre subvention, nous avons eu une subvention exceptionnelle qui nous a permis d'avoir un déficit de 27 €. Sinon, il y aurait eu 500 € de déficit lié à cette perte de pêcheurs tous les ans. Puis en plus, les augmentations que nous subissons aussi, comme le prix de la truite, qui représente environ 4 600 € de budget annuel en poisson pour satisfaire les pêcheurs en truite arc-en-ciel. Nous avons parlé comme la problématique des canards en plastique déversés tous les 2 ans. Donc là, sur une saison de pêche, nous en avons retrouvé 114 de Le Cateau jusqu'à Monté. Donc nous avons discuté avec Monsieur le maire sur cette problématique. Donc un travail sera fait en 2025 ensemble pour trouver une solution.
Et l'impact, il n'est pas que visuel avec des canards qui flottent. On voit que la population de la truite fario, elle est plus importante à l'amont. Et arrivé à la rue des Digues, sur la production de truitelle, elle chute à 0. Et après, on retrouve de la truitelle au niveau de l'esplanade, en quantité beaucoup plus faible tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, nous sommes impactés avec un résultat à 0 sur la rue des Digues. Donc il faut vraiment trouver une solution pour arrêter de détruire cette reproduction. Et puis là, à l'issue de la réunion, nous avons invité les pêcheurs présents à venir voir le décolmatage de frayères et de voir les frayères qui sont présentes sur la selle au lieu où on a réalisé les décolmatages. Donc j'ai fait un rappel qu'il y a 10 ans, il y avait plus de 20 participants pour les décolmatages. On faisait le décolmatage pour Fourneau, rue des Digues, l'Esplanade, une partie sur la commune de Monté et une partie sur le ruisseau de Richemont. Cet hiver, nous étions que 8. Donc à 8, on sait faire que 300 mètres sur la rue des Digues et environ 50 mètres au niveau du pont Fourneau. L'absence de bénévoles sur une association de 40 adhérents va montrer les résultats catastrophiques sur la production de la truite fario qui est en chute. Et puis le nombre croissant de déchets sur le bord de la rivière. Donc j'ai fait un rappel que nous avons besoin que ces pêcheurs participent à ces activités pour maintenir cette population de truite fario, maintenir propres les berges. Ça reste quand même une image de la commune. Et que si malheureusement on devait les 8 arrêter à faire les nettoyages, nous allons perdre des subventions. Et donc la perte des subventions m'obligera à prendre la décision de supprimer un empoisonnement en 2026. Puisque si on ne sait plus faire ce décolmatage, ce nettoyage, on perdra les subventions. Donc j'insiste que les bénévoles doivent se présenter à nous pour réaliser ces actions d'entretien de cours d'eau. Donc on a fait un petit rappel sur la réglementation. Donc on a fait un rappel déjà sur la réglementation en seconde catégorie, donc au canal. Donc tous les ans, malgré le rappel de la réglementation, tous les ans nous avons des pêcheurs qui se trouvent en infraction. Donc nous avons longuement discuté des écluses. Donc, je rappelle que ça fait 10 ans qu'il est interdit de pêcher dans les écluses. Et les 50 mètres amont et aval, la pêche est interdite. Et il y avait des panneaux d'installés qui ont été vandalisés. Mais malgré l'absence de panneaux, la pêche reste interdite sur les 50 mètres amont et aval. Donc en 2024, 2 pêcheurs ont été verbalisés. Après, nous avons fait principalement le rappel sur la rivière Selle où la truite fario et l'ombre commun doivent absolument être remis à l'eau dans de bonnes conditions, que les ardillons sur les hameçons sont strictement interdits et qu'il est interdit de marcher dans la rivière pour pêcher jusqu'au 1er juin. Donc ces 3 points seront contrôlés puisque j'ai fait une relance à la fédération et j'ai reçu un mail qu'il y aura un retour de la garderie fédérale en 2025 sur les bords de la rivière Selle. Donc la pêche ouvrira le 8 mars et autorisera 4 truites arc-en-ciel par jour. Parlons de cette rencontre dédicace au musée Matisse. Dorothée, cette maman qui s'occupe spécialement de sa fille Lily Rose, en lui donnant des cours à la maison, a même écrit un livre à ce propos. Elle nous en parlera. Son image qui colle avec le musée est d'être exposante depuis 2021 dans le musée en créant des robes qui sont exposées dans le parcours de Matisse et ces robes font écho aux œuvres de Matisse. Il est vrai que Dorothée Ossard est une artiste. Elle a par ailleurs présenté le livre où elle parle de sa fille Lily Rose et de son expérience de l'école à la maison. La rencontre dédicace, un reportage de Claude Delcourt. Bonjour, alors aujourd'hui au musée nous avons la chance et la joie d'accueillir Dorothée Ossard qui est une artiste qu'on commence à bien connaître au musée Matisse puisqu'elle avait exposé dès 2021 ses robes, dont on en voit certaines ici et on en a aujourd'hui partout dans le hall d'accueil du musée et donc elle avait exposé ses robes dans le parcours Matisse. On avait demandé à l'époque à Dorothée
de créer des robes qui fassent écho aux œuvres de Matisse. Donc c'était une grande responsabilité. Et depuis, on ne s'est plus vraiment quitté, puisque donc, pour la réouverture, on a souhaité présenter les robes de nouveau au musée. Et puis entre-temps, on est parti en Chine avec ma collègue régisseuse des œuvres, et dans ma valise, j'avais emporté les robes de Dorothée pour les présenter dans la boutique du musée à Shanghai, où nous avions la collection Matisse. Voilà, donc il y a un ancrage local, et puis également une dimension où on souhaite contribuer au rayonnement du travail de Dorothée. Et Dorothée, c'est une artiste, mais c'est également une autrice, puisqu'elle a écrit un livre, Lily Rose apprend, où elle raconte comment elle développe par la créativité, par le jeu, la pédagogie auprès de son enfant. Le titre du paragraphe, c'est « Le jeu était déjà là sous nos yeux comme un merveilleux outil d'apprentissage ». Et ça, le jeu, je pense qu'on va en parler durant tout cet échange. Lily Rose avait à peine débuté l'apprentissage de la lecture lorsque nous l'avons déscolarisée. Une fois la décision de l'instruire à domicile prise, passé nos premiers tâtonnements pédagogiques, nous avions décidé de simplement continuer à faire ce que l'on faisait déjà, vivre avec les livres. Je n'avais aucune attente sur l'âge auquel Lily Rose était censée savoir lire. Aimer les livres, les histoires, les illustrations me semblait la base la plus essentielle qui soit. Les dimanches matins, je ramenais souvent de nouveaux livres à la maison, trouvailles de brocante et de vide-grenier. Chacun de mes retours était très attendu par Lily Rose. Mais face à tous ces nouveaux albums, dont elle ne connaissait pas encore les textes par cœur, elle se sentait de plus en plus frustrée. C'est là que son désir d'apprendre à lire est né. Rapidement, il se mua en besoin impérieux. Alors, moi j'ai fait l'école S-Mode à Roubaix, donc j'ai une formation à la base de styliste et de modéliste. Une fois diplômée, en fait, j'ai lancé ma marque de prêt-à-porter, donc qui s'appelait Dorothée Ossard, où j'ai développé toute une série de robes dans lesquelles je dessinais des imprimés. Donc elles étaient vendues un petit peu partout en France, aux Galeries Lafayette, La Redoute, etc. Et puis un jour, au bout de 10 ans, j'ai eu envie d'embrasser la vie artistique. Entre-temps, effectivement, je côtoyais de plus en plus le musée Matisse. Donc j'ai découvert vraiment l'œuvre d'Henri Matisse et sa vie aussi, qui m'ont beaucoup aidé à franchir ce pas. Et puis j'ai continué à garder cette base de robe et j'ai peint directement dedans. Mais je l'ai libérée en fait des dictats de la mode. Elle est devenue un objet d'art à part entière. Et puis j'ai peint aussi sur des toiles, des tableaux. Je me suis mise à dessiner, à écrire, et jusqu'à écrire donc, ce livre de Lily Rose apprend. En fait, ma fille a eu une phobie scolaire à l'âge de 6 ans quand elle est rentrée à l'école primaire. Et j'ai dû trouver d'autres façons d'apprendre pour elle parce qu'elle a été déscolarisée et qu'on a pratiqué ce qu'on appelle l'instruction en famille, qui est nommée aussi école à la maison. Et comme elle avait un rejet de tout ce qui avait une forme scolaire, on va dire les manuels scolaires, tout ce qui pouvait se rattacher à l'école et au rythme de l'école traditionnelle, eh bien, il a fallu trouver d'autres façons d'apprendre. Et c'est là que j'ai utilisé aussi toute ma créativité d'artiste, on va dire, où on a pu utiliser la peinture, le dessin, le jeu, pour elle apprendre les fondamentaux, lire, écrire, compter, nager. Tout ça s'est fait dans une pédagogie totalement différente. Eh bien, on peut le trouver ici à la boutique du musée Matisse. C'est vrai qu'il y a des liens avec Matisse dans le côté exploratoire et ludique qu'on retrouve dans notre pédagogie, puisque Matisse, on peut par exemple penser au papier découpé où à la fin de sa vie, il se met à découper dans la couleur. Eh bien, il y a un côté un peu jeu d'enfant, exploratoire, et c'est des choses qu'on retrouve dans le livre. Donc, il y a pas mal de liens aussi sur la joie de vivre avec Henri Matisse. Sur Instagram, Lily Rose apprend, on partage notre quotidien en fait, où j'explique
les activités qu'on mène et ça peut donner des idées d'inspiration pour les familles ou pour les enseignants ou pour qui que ce soit qui est curieux d'éducation. Et sur mon site dorotheosart.com, il y a aussi un blog avec plein d'articles sur les pédagogies différentes, des ressources à imprimer et aussi mon travail artistique. Parce que tout ça forme une seule et même œuvre au final. Aujourd'hui, on recevait Dorothée Haussart. On ouvre un cycle de rencontres avec des auteurs, des autrices et des artistes. Le mois prochain, le dimanche 6 avril, nous accueillerons Bruno Wouters, qui était journaliste à La Voix du Nord, qui est bien connu ici parce qu'il a écrit un livre sur Matisse et le Cateau. Ce livre s'appelle « J'irai renaître au Cateau ». Et là, il va nous présenter un livre qu'il vient d'écrire sur le chemin de Van Gogh. En fait, Van Gogh, quand il était jeune, vivait en Belgique et il est parti du Borinage pour aller jusqu'à Courrières pour y retrouver un artiste, donc le peintre breton. Et Van Gogh, lors de ce périple qu'il a fait à pied, a été conforté dans sa vocation d'artiste. Et ce livre sera présenté donc le 6 avril, donc c'est un dimanche, c'est le premier dimanche du mois, et on veille à ouvrir le musée ce jour-là à des auteurs, parce que le musée est gratuit, comme tous les premiers dimanches du mois, et donc ça permet à un public nombreux de profiter de ces rencontres. Alors maintenant, avec notre rubrique « La santé au travail ». Dans nos précédentes émissions, nous vous avons proposé une première rubrique de la santé au travail. Aujourd'hui, nous vous convions de suivre le deuxième épisode qui traite de la vulnérabilité. La vulnérabilité, nouveau super pouvoir des entrepreneurs, plongez dans notre session de brainstorming où des chefs d'entreprise dévoilent comment leur fragilité se transforme en force inestimable. Alors, un entrepreneur doit-il toujours tout maîtriser ou est-ce sa vulnérabilité qui le rend vraiment invincible ? Je vais dire oui et non. Oui, parce que s'il embarque une équipe avec lui et qu'il montre qu'il ne maîtrise pas la situation de son affaire, du développement, je pense que c'est compliqué, il faut avoir un certain charisme, il faut montrer qu'on maîtrise au moins la situation, même si les événements ne sont pas ceux qui sont attendus. Tout maîtriser, non, je crois pas, parce que on ne peut pas tout le temps être dans la maîtrise. C'est un contrôle de soi et même des autres qui est vraiment, qui prend beaucoup d'énergie. D'abord, c'est impossible de tout maîtriser et on doit surtout être bien aligné en soi, être en lien entre ses valeurs et ses comportements. Et ça me semble être la caractéristique principale sur laquelle il faille jouer. On aurait vraiment envie, et ça c'est un travers, je pense, que l'on a tous, cette espèce de syndrome de Wonder Woman ou de Superman, d'être investi de cette mission de devoir sauver le monde. Dans les faits, l'entrepreneur se pose beaucoup de questions, l'entrepreneur a plein de faiblesses, l'entrepreneur est tout simplement un humain avec sa vie, sa santé, ses faiblesses, ses difficultés. Et je crois que c'est quand il y a acceptation en fait de cet état de fait que l'entrepreneur peut vraiment progresser et effectivement avoir des vraies réussites dans sa vie. Les entrepreneurs doivent-ils toujours être en mode super-héros ? Stéphane Hugon, sociologue, analyse cette pression d'invincibilité et nous propose des solutions pour mieux les soutenir face à leur vulnérabilité. Mais pourquoi cette nécessité de paraître toujours fort ? Les entrepreneurs doivent être forts parce que c'est ce qu'on attend d'eux. En réalité, il y a derrière la posture de l'entrepreneur tout un imaginaire du héros qui est là, de l'homme providentiel qui vient réparer ou améliorer un monde imparfait. Dès lors que l'entrepreneur accepte de parler de sa fragilité ou de sa vulnérabilité, il descend de son piédestal, il y a quelque chose qui est très satisfaisant pour eux et très apaisant, c'est de retrouver une relation d'horizontalité, une relation de symétrie, c'est-à-dire une relation d'écoute et de proximité avec son entourage. Il existe un capital qui est irremplaçable dans l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Donc stratégiquement, prenez soin de vous. Chaque année, le baromètre de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur analyse la santé et le moral des dirigeants de TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire. Sylvie Bonello, déléguée générale de cette fondation, nous en décrypte les résultats. Aujourd'hui, la vulnérabilité. Comme tout à chacun, l'entrepreneur est vulnérable. Dans notre baromètre sur la santé des dirigeants, 90% se déclarent en bonne santé. Ils sont quand même 71% à évoquer des troubles physiques récurrents. Le mal de dos, cité à 47%, revient le plus souvent. Les douleurs articulaires arrivent en second à 38%. Enfin, les troubles du sommeil sont cités à 36%. Seulement 76% des décideurs évoquent une bonne forme psychologique.
Et ce taux chute même à 70% chez les moins de 25 ans. Bonne nouvelle, les dirigeants, conscients de l'importance de leur santé, portent une attention croissante à leur hygiène de vie en pratiquant une activité physique régulière. Avant de se quitter, on débriefe. L'entrepreneur n'est pas un super-héros, mais un être fort et faible à la fois. Accepter cette dualité aide à réussir. Créer une solution de proximité avec son entourage est crucial. Un environnement de travail bienveillant fait la différence. Et enfin, 87% des entrepreneurs ont évoqué leurs problèmes de santé à leurs proches. Comme quoi, même les super-héros ont besoin de parler de leurs bobos. Pour en savoir plus et prendre soin de votre santé, rendez-vous sur le site de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, fondation-entrepreneur.mma. Prenez soin de vous. Maintenant, nous allons passer à l'antenne est à vous. Dans notre rubrique L'antenne est à vous, nous recevons pour cette fois l'abbé Placide et ses locaux qui nous parlent d'un concert en l'église de Solesmes. Le concert de Jean Janada au profit des orphelins d'Haïti. L'entrée étant gratuite, on fait juste appel à votre générosité. Alors, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est la paroisse Saint-Denis en Sous-le-Mois qui organise dans le cadre donc, du carême que nous commençons ce mercredi, qui organise un concert en vue de répondre, d'abord de faire vivre ce temps de carême à tous les paroissiens, mais aussi en vue de répondre à l'une des exigences de ce temps de carême. Et ce temps de carême qui tourne autour de 3 piliers, donc le jeûne, la prière et le partage. Donc nous invitons Jean-Claude Janada qui viendra nous aider à prier, à chanter, mais aussi à cette occasion, un plateau sera demandé pour tous ceux qui vont participer à ce concert. Et ce plateau servira donc à un orphelinat donc en Haïti, des enfants orphelins qui sont confiés à une religieuse. Et donc, ce sera notre participation voilà, pour ce temps de carême à ces enfants qui n'ont pas la chance, comme tous les autres enfants dans le monde, de manger à leur faim, de manger 3 repas, de manger même un repas chaud par jour. Et donc la paroisse a accepté d'accompagner l'association de Jean-Claude Janada, qui est un chantre de l'Église catholique qui est bien reconnu. Ça fait des années qu'il chante et il met donc son talent au service aussi donc de ces enfants et de tous ceux qui ont besoin d'un peu de regard, d'un peu d'amour. Et nous l'accueillons avec joie et nous vous invitons évidemment donc à venir nombreux. Ce sera le 16 mars à l'église de Solesmes à 15h. 15h pile poil, il va donc donner ce concert qui va durer à peu près 2 heures. Et donc comme je le disais, à la fin du concert, l'entrée elle est libre et gratuite, mais à la fin du concert, un plateau sera passé pour recueillir des dons que nous enverrons donc à ces enfants en Haïti. Voilà, donc je compte sur votre compréhension et surtout je compte sur votre présence nombreuse et généreuse. Et pour notre rubrique « Un mois, une œuvre », rejoignons donc Bruno Villa dans cette rubrique « Une œuvre au musée Matisse » et cette fois l'album jazz.
Alors, nous sommes dans la galerie temporaire et donc là, il y a beaucoup de tableaux riches en couleurs, jazz. Donc là, oui, actuellement, c'est une des œuvres qui est proposée justement au sein du musée Matisse avec justement l'album, ce qu'on appelle l'album jazz, qui est sur la demande de l'éditeur et ami de Henri Matisse, justement Thériade, qui est un éditeur grec, qui à partir de 1943 voulait de la part de Matisse un livre, une peinture moderne sur la couleur en fait. Donc à partir de cette étape-là, Matisse a commencé à réfléchir notamment au niveau de l'écriture, qu'on peut voir ici justement dans un d'éléments, la page de couverture jazz, qu'il a travaillé justement à l'encre de Chine et au pinceau. Et la plupart de ses écritures étaient travaillées au calame, qui est une tige de bambou taillée à la manière d'une plume d'oie. Alors c'est à quelle période qu'il a fait ça? Alors ça a commencé à être élaboré en 1943. Avec les gouaches Linel qui sont maintenant Le Franc et Bourgeois. Ensuite vous avez les imprimeurs Draguerre et ça a été édité en 1947 pour les éditions Verve par Thériade. Dans cette salle, il y a à peu près combien d'œuvres qui sont présentées? Vous avez 20 planches, donc vous avez 15 planches doubles à la fois écriture et travail de papier gouaché au pochoir. Et ensuite vous avez 5 planches qui sont simple. Et sur les présentations, quels sont les tableaux que vous préférez, vous, à titre personnel? Alors, dans l'ensemble, c'est surtout que Matisse a travaillé autour de 3 thématiques pour l'album jazz, qui est le cirque, vous avez les contes populaires et ses voyages. Donc vous avez, moi, une de mes préférées se trouve justement derrière vous, qui est un travail autour des lagons après son voyage à Tahiti, enfin après son voyage, 15 ans après son voyage à Tahiti. Donc c'est aussi un rappel des océanies qu'on trouve également dans le musée. Donc les lagons, qui sont 3 planches qui ont été travaillées autour de ces baignades dans les lagons justement, à Tahiti. Où là il a travaillé sur les papiers découpés qui peuvent rappeler à la fois les motifs du tapis persan et les algues, enfin les animaux qu'on trouve justement sous l'eau. Et toujours bien riche en couleurs. En général, oui, vous avez toujours un fond coloré en aplat. Vous avez des planches colorées qui sont justement travaillées au pochoir. Et ensuite, vous avez le travail de la forme au niveau du thème qui a été choisi pour chacune des planches. Alors, comment il écrivait finalement? Alors, ce qui était important, c'est à l'origine pour Henri Matisse, c'est quand même un collectionneur assez érudit et assez compulsif. Dès son enfance, il collectionne beaucoup de motifs de tissu. Donc motifs de tissu, des éléments d'écriture. Donc lui, en fait, il présente ici ce qu'on voit au niveau de la table des images. C'est en fait la synthèse de toutes les planches que vous trouvez ici au sein du musée. Donc vous avez le dessin qui est travaillé justement toujours au calame, au bambou, mais qui est très, très simplifié. C'est très synthétique. Et en même temps, ce qui rappelle aussi une écriture un petit peu de type hiéroglyphe. Donc il invente en fait son écriture. Un peu comme Herbin finalement. Oui, mais de manière moins géométrique, de manière plus... En fait, à un moment donné, c'est quand même assez instinctif. Il ne faut pas oublier que Matisse, la manière dont il a travaillé jazz, où il travaille ses papiers découpés, gouachés et découpés, il les taille, en fait c'est taillé avec une très grande paire de ciseaux. Et il taille comme un sculpteur en fait. C'est comme le sculpteur avec ses ciseaux à bois. Et lui c'est la même chose. Directement sans avoir fait de dessin. Il n'y a pas de dessin préparatoire. Il taille directement. C'est quand même un travail assez instinctif. Il taille en fait dans la couleur avec sa paire de ciseaux. Mesdames, Messieurs, notre journal touche donc à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi et de continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Dailymotion, YouTube, Instagram et Facebook. Mais aussi, n'oubliez pas nos multiples rediffusions sur le câble et merci de votre fidélité.